En 1454, par la bulle Romanus Pontifex, le pape Nicolas V accorde au roi du Portugal le monopole de la conquête et du commerce en Afrique, au sud du Bojador. L'Église a été extrêmement permissive. Extrêmement permissive. Elle s'inquiétait du sort des esclaves et des conditions dans lesquelles se pratiquait la traite. Mais l'idée prédominante était que ces individus entraient ainsi dans la chrétienté. Et à l'époque, civilisation et christianisme étaient deux termes interchangeables. L'Église ne condamnait pas la traite. Elle louait même cette entreprise puisque ainsi on arrachait ces âmes, ces individus, à leurs conditions obscures et pécheresses. On les sauvait d'un monde qui, dans certains cas, avait même été usurpé par les musulmans au détriment de l'Église. On ramenait donc ces individus au sein de la chrétienté. Voici le document le plus ancien conservé dans les archives départementales de l'Ain. C'est la bulle du pape Léon IX. Donc la bulle, c'était en sceau en plomb, dans cette petite sac en toile qui est accroché au parchemin. Donc c'est en parchemin, très bien conservé, qui date de 1050. Il était envoyé à l'abbaye du Don, l'abbaye d'Ambronay. Et on peut lire Ambrognae. C'est le pape qui inscrivait autour la LEOP, ça veut dire Léo Papa. Et les mots autour, c'était inscrit du pape. C'était de sa main. Bénévalité, c'est les formules de politesse. Et c'est lui qui aurait inventé cette formule de politesse. Bénévalité, portez-vous bien, aurait été inventée. Et des monogrammes par le pape Léon IX. Et donc il confirme les biens et l'indépendance de l'abbaye d'Ambronay. C'est un document révélateur aussi de l'importance de l'abbaye d'Ambronay. Au tribunal de Nuremberg, il y a eu Mein Kampf de Hitler. Ce qu'ils ont caché à l'humanité jusqu'à ce que j'ai publié ce livre, la question que vous, les chercheurs, vous, les jeunes, vous devez vous poser, comment se fait-il qu'un document de cette ampleur soit méconnu jusqu'à ce que Hassanif Assassi le publie en 2002. La bulle du pape Nicolas V, qui a été, la bulle veut dire un décret, confessionnellement, qui a été publié. Dans cette bulle de 18 pages, ce n'est pas 18 lignes, 18 pages, le pape Nicolas V indiquait dans les détails le pourquoi il faut aller déporter les Africains, comment les déporter, qu'est-ce qu'il faut faire si quelqu'un veut leur apporter secours. Il a donné dans les menus. Christophe Colomb avait 1 an, en 1454. Christophe Colomb avait 1 an, il n'y avait pas encore le Nouveau Monde. Il n'y avait pas encore les Antilles. Donc ce n'est pas pour la question du commerce. Il a donné les raisons, vous avez les raisons dans ce livre. Histoire économique, c'est comme si, par exemple, quelqu'un a commis un meurtre, quelqu'un qui a tué. Et pour avoir un alibi, la personne va tout de suite dans un magasin, il va voler quelque chose pour avoir l'alibi. Il préfère être condamné pour vol que d'être condamné pour meurtre. Tout ce que l'Europe nous sort aujourd'hui pour dire c'est pour la canne à sucre, c'est pour l'argent, tout ça là, ils préfèrent qu'on dise qu'on a déporté les Africains pour l'économique, plutôt que pour la question fondamentale, la domination, la civilisationnelle. Et tout est expliqué ici. A questo punto non mi resta che ricordarvi che Dio condannò alla schiavitù la maledetta stirpe di Canaan fin dai tempi di Giosuè. Dio ordinò ai posteri di Abramo di avere schiavi e decretò
che quegli schiavi rimanessero in eredità ai loro figli. Dio riconobbe Abramo proprietario degli schiavi e Gesù ha ordinato che tutti coloro che osano discutere o turbare l'istituzione della schiavitù vengano rinnegati come individui sediziosi la cui condotta costituisce pericolo per lo Stato. La Chiesa protestante, anche allora più forte in America di quella cattolica, approvava e predicava la schiavitù come ordinamento religioso. I sermoni dei pastori più autorevoli, come questo del reverendo Stringfellow dello Stato della Virginia, erano raccolti in volume e facevano testo. La maledizione che il Vecchio Testamento aveva lanciato contro il negro Canaan, il perfido figlio di Noè che aveva evirato il padre, stava ricadendo pesantemente sulla sua stirpe che ora era lì a portata di mano e per di più schiava. I battisti dicevano flagellatela, i presbiteriani negatele ogni diritto, i metodisti tenetela in catene, mentre il vescovo Polk, lo stesso che divenne poi generale dei confederati, batteva ogni record come proprietario di schiavi. È perciò una precisa istituzione divina, ordinata e sanzionata da Dio. E quindi, con tutta quanta l'autorità che la Chiesa mi concede, io, reverendo Stringfellow dello Stato della Virginia, vi ordino di onorare la schiavitù e di non discuterla sulla base di falsi presupposti morali. Cominciavano appena allora a sentirne parlare e già quel Dio bianco che prometteva un paradiso senza più servi e padroni li affascinava. Sembrava uno di loro, era stato offeso, frustato, crocefisso e per tutta la vita aveva mangiato nello stesso piatto dei poveri. Cambia il piattino, figliolo. Corpus Domini nostri Gesù Cristi, custodia t'animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Gesù Cristi, custodia t'animam tuam in vitam aeternam. Amen. Si tollera che gli schiavi si riuniscano nelle ore libere dal lavoro per imitare a loro modo riti di ispirazione cristiana. L'esperienza insegna infatti che quanto più uno schiavo è religioso, tanto più è tranquillo, umile e rassegnato. La legge prescrive tuttavia che a sorvegliare e a moderare tali riunioni ci sia sempre un bianco. Di tutti i racconti della Bibbia, la fuga in Egitto era quello che più accendeva la loro fantasia. Si erano talmente convinti che quella storia li riguardasse personalmente che la disegnavano sui muri. L'Africa era la Palestina, l'oceano era il Mar Rosso, i pesci cani erano i faraoni, gli egiziani erano i padroni bianchi. Tutte quelle fantastiche analogie tra la loro oscura avventura e la fuga del popolo eletto verso la terra promessa li suggestionò talmente che cominciarono a fuggire al ritmo di 5.000 l'anno. Fuggivano sempre verso i fiumi e le paludi, perché attraverso l'acqua erano venuti e attraverso l'acqua pensavano di ritrovare la libertà. Donc j'ai auto-édité. On sait les misères survenues il y a quelques années à Olivier Pétré-Grenouillot, qui a subi un procès en sorcellerie pour avoir évoqué dans son ouvrage paru chez Gallimard l'esclavage autre que la traite atlantique, on se souvient. Et c'est justement sur ces esclavages autres. Christiane Taubira transformée en grande inquisitrice et toute la série derrière des KGBistes habituels
qui l'ont poursuivi évidemment et harcelé pendant des mois. Alors justement, ce sont ces autres esclavages que je développe avec l'état actuel des connaissances dans ce livre qui est un livre de réfutation de la doxa. Puis le pauvre Petre Grenouillot, lui, il n'avait pas trop compris ce qui lui arrivait parce que c'est un historien tout à fait respectable, mais qui avait travaillé de manière indiscutable. En ce qui vous concerne, vous avez l'habitude de la diabolisation. Et il lui a manqué de faire un peu de boxe française et de la bagarre de rue. C'est le problème des réserves. Sédentes armatoguées, les universitaires qui sont dans leur cocon et qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Moi, je comprends très bien ce qui m'arrive. C'est pas un problème. Nous sommes prêts à recevoir les assauts. Peuvent pleuvoir grenades et gravats. Notre victoire n'aura plus d'éclat. Absolument. Alors, donc, il y a cet ouvrage Esclavage, l'histoire à l'endroit. Et puis, Bernard, vous avez publié aussi, alors là, il y a quelques mois maintenant, Les guerres du Sahel, des origines à nos jours, aux éditions... Toujours de l'Afrique réelle. Alors, Les guerres du Sahel, des origines à nos jours, c'était mon cours à Coët-Quidan et à l'école de guerre, avant que je n'en sois écarté. Donc, j'ai voulu, puisque je ne suis plus professeur à l'école de guerre à Coët-Quidan, puisque le pays légal m'a écarté, et comme les jeunes officiers et tous les cadres qui partent sur le terrain ont besoin d'avoir un outil de compréhension, donc j'ai fait ce livre qui est en fait la clé de compréhension des guerres du Sahel. Tout officier, tout sous-officier, tout homme de troupe qui part au Sahel doit avoir ça entre les mains, il comprend tout. Guerre du Sahel auquel le grand public, mais les journalistes officiels et nos dirigeants politiques, n'en parlons même pas, évidemment, ne comprennent strictement rien. Parce que moi, je les aborde dans la longue durée. L'enlisement actuel. Oui, alors je les aborde dans la longue durée et je montre que les conflits d'aujourd'hui ne sont pour la plupart que des résurgences de conflits anciens modernisés sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas cette compréhension de la longue durée, on avance dans le tunnel. Les lois de la géopolitique parlent, évidemment. Ouais. Alors, l'esclavage, l'histoire à l'endroit. L'esclavage, sujet ô combien polémique par les temps qui courent, du fait des discours tenus par les décoloniaux et autres racisés qui tendent à imposer une lecture évidemment unilatérale de cet épisode de l'histoire humaine. Mais vous avancez, vous, un certain nombre de données qui permettent de remettre les choses en place. Hein. Et tout d'abord, premier point, l'esclavage, c'est un phénomène universel qui a été pratiqué par la plupart des civilisations, notamment les civilisations anciennes. Mais avec une originalité, c'est que si tout le monde a pratiqué l'esclavage, il n'y a que les Blancs qui l'aient aboli. Exactement. Bien sûr, ce qu'on oublie généralement de rappeler. Et il y a un esclavage à propos duquel, en général, les censeurs se font extrêmement discrets, c'est l'esclavage musulman. On a même vu, lors du débat relatif à l'ouvrage de Petre Grenouillot, Madame Taubira expliquait qu'il fallait pas en parler parce que ça risquait de troubler les jeunes de banlieue et les amener à s'interroger d'une manière mortifère, en quelque sorte. Si vous voulez, aujourd'hui, l'état des connaissances. Ce qui est intéressant, c'est ce que je produis dans mon livre, l'état des connaissances sur les grandes controverses. En fait, dans ce livre, j'ai voulu donner un outil de réfutation de la doxa. Donc, sur les thèmes suivants. Premier thème, les chiffres. Parlons des chiffres. Déjà, la traite arabo-musulmane, entre 650 et 1910-1920, a porté à peu près sur 17 à 18 millions d'individus. Les traites arabo-musulmanes, c'est un prélèvement massif sur l'Afrique. Je donnerai les détails après. Ensuite, la traite interne à l'Afrique. Les traites pratiquées par les royaumes africains avant l'arrivée des musulmans, des Arabes, et avant l'arrivée des Européens, environ 15 millions. Oui, et puis là, de toute manière, c'est institutionnel, mais difficile d'évaluer dans la durée un chiffre précis. La traite européenne, entre, disons, 1500 et la fin officielle et même la fin qui va durer, les Brésiliens vont continuer, disons, entre 1850 et 1500, 11 millions et demi. Sur ces 11 millions et demi, 9 600 000 débarquent aux Amériques. C'est des pertes en mer qui sont considérables. Voilà les chiffres. Ces chiffres qui ne servent pas du tout à minorer ou à augmenter. Ce sont des chiffres bruts. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément de connaissance sur lequel il y a consensus sur ces chiffres.
entre tous les universitaires, sauf pour les décoloniaux qui ne connaissent pas l'histoire. Parce que c'est des coloniaux, si vous voulez, ont un aspect vindicatif qui compense leur absence de diplômes universitaires. Oui, puis de connaissances, ils connaissent rien. Tout court. Donc il y a un consensus général. Deuxième consensus, la traite européenne, comme la traite musulmane, n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu des partenaires africains noirs. Parce que la traite a toujours existé au sein des sociétés noires. Nous en avons des exemples. Dans mon livre, c'est une des originalités de mon livre, parce que dans mon livre, il y a deux aspects sur lesquels j'apporte du nouveau. C'est sur la traite orientale et sur, justement, ce rôle des partenaires africains. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur les sociétés africaines précoloniales. Comment faire pour avoir l'avis, le regard justement de l'autre partie, de la partie des victimes? Comment faire pour rééquilibrer? L'autre partie, c'est-à-dire que moi, j'interviens sous le volet du point de vue africain. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que tous les débats que je fais, c'est toujours avec une ligne éditoriale stricte qui est le point de vue africain. Et le point de vue africain dit que le deuxième problème des sources historiographiques européennes, c'est qu'elles n'émanent pas d'individus neutres. Elles émanent de négriers, c'est-à-dire des gens qui sont impliqués dans le crime, qui commettent le crime, qui ont des intérêts privés et particuliers dans le crime. On ne peut pas nous présenter l'argumentaire de criminels comme étant des documents historifiables sur le plan moral. Parce que ces gens-là étaient tous assujettis à l'idéologie de la supériorité des races européennes par rapport aux autres peuples. À l'époque, il y avait ce discours racial qui a été organisé, orchestré pour justifier ça. Donc, on voit bien qu'il y a un problème de fond parce que qu'est-ce qu'elle dit, Simone Veil? Elle dit, attention, tout le monde sait que qui veut tuer son chien l'accuse d'avoir la rage. Donc, à partir du moment où vous prenez comme leitmotiv les documents des négriers, le négrier est en train de vous dire, mon chien a la rage, je vais l'abattre. D'abord, je voudrais revenir au début, parce que nous allons parler de ça et longuement aussi avec nos auditeurs. L'esclavage est né comment? On sait un peu comment ça se dit. Est-ce que c'est né avec l'humanité, pratiquement, ou pas? Enfin, est-ce qu'on sait un peu? Toutes les sociétés au monde ont été esclavagistes. Toutes. Ouais. Asiatiques, américaines, avec les Aztèques, etc. Mais il y a une originalité. Si toutes les sociétés au monde ont été esclavagistes, les seuls qui aient aboli l'esclavage, ce sont les Blancs. Oui. Aucune société asiatique, aucune société africaine, aucune société américaine n'a aboli l'esclavage. Ce sont les Blancs qui ont aboli l'esclavage. Oui, vous voulez dire les premières lois sur l'abolition. Oui. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, très bien. Bien sûr. 1900, 1850. Oui, 1794, rétablissement. Il faut pas confondre deux choses. Il faut pas confondre la traite et l'esclavage. Oui. Ce qui va être aboli, bon, donc c'est la traite par la Convention, etc., et qui va être définitivement aboli par la Convention de Vienne de 1815. Mais l'esclavage va être aboli plus tard. Par exemple, l'esclavage dans les colonies françaises va être aboli avec la Révolution de 1848, mais les Britanniques nous ont précédés en 1833. Donc, il y a deux choses. La traite, c'est l'on prend des individus en Afrique, on les transporte sur un autre continent. Ça, c'est la traite. Et l'esclavage, ce sont ces individus qui ont été vendus ou leurs descendants et qui travaillent sur des plantations, etc. Oui, sauf qu'il y a quand même un dénominateur commun. On les prend en esclaves, enfin pour les faire travailler. Tout à fait. Les traites, c'est quand même des traites d'esclaves. D'esclaves. Avec une différence entre la traite arabo-musulmane, les traites arabo-musulmanes et la traite occidentale, c'est que la traite occidentale porte, j'allais dire, comme le marxiste aurait dit, sur une force de travail, sur des travailleurs, et la traite arabo-musulmane porte bien souvent plutôt sur des femmes et sur des enfants. J'ai des citations d'Ibn Khaldoun qui sont extraordinaires. Ibn Khaldoun qui nous dit, par exemple, je cite, ici au Maghreb, il parle des esclaves qui vont être prises chez les Berbères. Oui. Ici au Maghreb, l'on trouve les belles esclaves berbères de toison couleur de miel. Il y a cette propension pour les femmes et El-Bakri, le grand El-Bakri, qui nous dit à propos des esclaves au sud du Sahara, à Oudagos, donc royaume de Ghana, on rencontre des jeunes filles au beau visage, au teint clair, au corps souple, au sein bien droit, à la taille fine, aux épaules larges, à la croupe abondante, au sexe étroit. Celui qui a le bonheur d'en posséder, il prend autant de plaisir qu'avec une vierge. Oui, voilà. Donc c'est une traite qui porte essentiellement donc sur les femmes, les jeunes filles. Et la première traite arabo-musulmane a été véritablement très dure. Elle s'est appliquée sur l'Afrique du Nord, ce qu'on appelle la Berbérie, le monde berbère. Et il y a eu quand même quelque chose de très particulier, c'est la castration. Il y a la castration des eunuques parce que 1 survit sur 2 à 300. 1 sur 2 à 300. Oui, 1 sur 2 à 300. Alors nous avons des chiffres très précis parce que nous avons
des zones qui étaient spécialisées. Par exemple, dans la région du lac Tchad, il y avait des États qui étaient spécialisés dans la vente d'eunuques, et les eunuques valaient très cher. Tout grand notable du monde arabo-musulman, qui avait plusieurs femmes et qui avait un harem, avait plusieurs eunuques. C'était un signe de richesse, c'était un signe d'importance, etc. C'est un signe de relation, de rang social. Et donc elle a donc ça s'apprend à l'université. Et donc elle peut, grâce à différentes techniques, reconstituer un peu une population à telle époque, etc. Et donc les chiffres que elle propose n'ont absolument rien à voir avec les chiffres qu'on trouve généralement dans les livres d'histoire ou des choses comme ça. Selon elle, il y avait près de 600, voire même 800 millions d'Africains au XVe siècle. Et au XIXe siècle, il restait plus que 200 millions. C'est-à-dire, il y aurait eu 600 millions de disparus. On sait que, par exemple, dans la Caraïbe, en 100 ans, il y a eu 80 millions de disparus parmi les Amérindiens. D'accord? En 100 ans. Donc, il n'est pas étonnant qu'en 400 ans, il aurait pu avoir peut-être 500 à 600 millions de disparus parmi les Africains. Alors, une telle saignée explique alors, il faut savoir que justement, à partir du moment où vous parlez là de génocide ou de déplacement Génocide d'abord. D'accord, génocide. En fait, c'est la même chose. C'est simplement un jeu sur les mots. C'est-à-dire qu'il y a des mots. Expliquez-nous justement. Voilà. Bien précis. C'est-à-dire qu'il y a des mots. Ça s'est passé quand? Alors, on va y aller doucement. il y a des mots qui sont, on va dire, qui ont l'imprimature, comme disent les catholiques. Il y a des mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser parce que c'est déjà employé pour d'autres. Donc le mot génocide, le mot déportation, c'est réservé à l'expérience juive. Et donc c'est très compliqué. Si vous voulez faire entrer le terme génocide dans la loi française, on va vous dire non. Regardez, dernièrement, il y a un qui a dit pendant les élections là, il a dit la France a commis un crime contre l'humanité en Algérie. Tout de suite, on dit, oh, tu calmes, frère. Qu'est-ce que tu racontes là? Donc il y a des mots qu'il faut pas utiliser. Si on analyse ce qui s'est passé, c'est exactement la même chose. Mais simplement le mot, on n'a pas le droit de l'utiliser. Donc on utilise quel mot alors? On va dire par exemple que les Noirs ont été transportés. Ou bien on va parler de traite, la traite négrière. Avant le génocide, dont on n'a pas le droit de dire que c'est un génocide, mais qui. On va dire qu'il y a eu des dégâts, des pertes ou bien des dégâts collatéraux. Excusez-moi. Mais c'est toutes sortes d'expressions sauf génocide. Sauf le mot génocide. Voilà, sauf le mot génocide. Tout récemment, par exemple, l'ex-ministre Madame Langevin répondait à Joël Ursule en lui disant non génocide, l'esclavage, les gens n'étaient pas destinés à mourir, c'était destiné à travailler gratuitement. Mais jusqu'à la mort. C'est-à-dire que elle fait une nuance entre travailler gratuitement jusqu'à la mort et être mis dans des camps pour être tué. Donc, alors de là, elle te dit non, finalement, le génocide, c'est valable pour les Juifs, mais pour les Noirs, c'est pas un génocide. C'est juste, une forme de servitude, voilà. Donc c'est de la politique, c'est des mots qu'on doit, c'est le mot politiquement correct voilà, qui ne peut pas être utilisé. Moi je vais être politiquement incorrect. Donc ce génocide africain là, parlez-nous-en. Justement, ça a commencé quand? Ça a commencé par qui? Ça a commencé par les Portugais. D'accord. Les Portugais arrivent au XVe siècle. C'est ça. Vers donc 1441, 1444, et puis ils débarquent donc en Afrique, sur les côtes donc africaines de Guinée, et là ils commencent le génocide. C'est-à-dire que pour faire des razzias, c'est des razzias. Pour pouvoir faire une razzia, pour prendre un gars, il faut en tuer de 6 à 10. C'est parce que c'est ce qu'on raconte pas en fait. On dit oui, ils ont fait des razzias, sauf que une razzia, c'est pas comme si tu vas dans un magasin et puis tu prends 10 bouteilles parce que les gens qui sont là, ils ont pas envie que tu partes avec leur enfant ou leur frère et soeur. Donc eux, ils se battent contre toi. Donc il y a des combats. Il y a des combats bien sûr. Et les vaincus, les prisonniers. On les razie. En fait, c'est des prisonniers, voilà. On les razie, on les amène sur la côte. Voilà, exactement. Et ceux qu'on n'a pas razziés, c'est ceux qui sont morts ou qui ont eu le temps de se tailler. C'est ça. Mais pour un gars pris, les calculs sont de 6 à 10 morts. Donc ça veut dire que le nombre de gens qui ont été pris pour un capturé, il y a 6 morts. Je ne parle même pas de ce qui se passe ensuite dans le bateau, les pertes dans le trajet négrier, etc. Ça augmente le chiffre des pertes. Mais rien que sur le territoire africain, pour prendre un bonhomme, il faut en tuer au moins 6.
Donc ça, c'est les Portugais qui donnent le récit de leur razzia. Donc il y a plusieurs auteurs dont je cite les noms. Par exemple, un dénommé Eanes de Zurara qui a écrit en 1444. Donc il raconte comment ils sont rentrés dans les villages, comment ils ont razzié les villages. Il t'explique que les gens n'étaient même pas sur la défensive, que c'était une attaque et tout ça. Et cette technique des razzias, elle a duré et elle a même été, je dirais, promotionné par ce que les musulmans appellent une fatwa, mais par ce qu'on appelait en fait des bulles papales. Voilà, justement, donc, vous en parlez d'ailleurs dans tout à fait dans celui-là, ce magazine. Donc, alors par exemple, vous avez un pape qui s'appelle Nicolas V, qui va écrire donc une bulle qui date de 1454. Ah oui, non, mais c'est pas seulement qu'il autorise, c'est qu'il invite tout simplement. Il dit par exemple, voilà. Je vous donne la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre. Donc, il demande, en fait, aux armées de ces sujets qui sont le roi d'Espagne, le roi du Portugal, il leur dit, allez-y, et tout ce que vous allez prendre, voler, ça va appartenir à votre patrimoine. Donc, duché, alors, principauté, royaume, duché, principauté, domaine, propriété, meubles et immeubles, tous les biens par eux détenus et possédés, ce sera pour vous. Et vous pourrez réduire leur personne en servitude perpétuelle. Alors là, c'était en 1454. 1454. Donc cette bulle de papale, c'est comme si c'est l'invitation officielle à la chasse aux nègres. Et ça commence comme ça. Donc là, les Portugais... Donc sous la complicité de l'Église catholique. Ah c'est une complicité qui est embarrassante pour l'Église catholique parce que le pape Jean-Paul II a fait ses excuses quand même. Il faut le rappeler. Mais c'est pour vous dire que l'Église catholique est au courant de son implication dans cette histoire-là. Et ce n'est pas le seul pape aussi qui a demandé des choses, mais sa bulle est extraordinaire. Donc elle est restée dans l'histoire. Elle est très précise en tout cas. Ah oui. Et elle permet d'expliquer que c'est pas quelque chose qui s'est fait au hasard. Donc le pape Nicolas V. Voilà, il y a eu toute une administration. Il fallait préparer les bateaux, préparer les armes. Donc c'est une économie. C'est pas un crime. C'est pourquoi on parle de crime contre l'humanité et justement de génocide, parce qu'un génocide, dans la définition retenue par l'ONU et par la France aussi, un génocide c'est quelque chose qui a été programmé, pensé et fait de manière scientifique avec un certain nombre de préméditation. Voilà, une préméditation et tout. Et c'est exactement ce qui s'est fait pour ce qui se concerne cette période-là. Donc cette bulle-là prouve que c'est un génocide. Oui. Avec des gens, des armateurs, il y a une économie qui va se mettre en place, il y a des guerriers, il y a des engagements, des gens qui vont dire moi je vais, ils sont payés, etc. Donc il y a tout c'est un système. C'est pas un truc, c'est pas des commerçants, c'est pas un bonhomme un individu. C'est des États, ce sont des grands organismes. On parlera tout à l'heure de Louis XIV, par exemple, pour le Code Noir et tout ça. C'est pas un petit bonhomme. C'est le roi de France. Avec son ministre, Colbert, qui édite un Code Noir. C'est-à-dire, on va pas dire c'est juste quelques Nantais, quelques Bordelais. Non, c'est un État. C'est beaucoup plus puissant avec c'est plusieurs pays d'ailleurs. Voilà, et qui sont en communication avec des traités d'alliance et voilà. Donc c'est vraiment une entreprise gigantesque. On dit même que c'est le début de la mondialisation. C'est une entreprise gigantesque et l'Afrique donc elle est agressée au XVe siècle. Alors il y a un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Léon Gontran Damas qui a écrit un poème qui s'appelle ils sont venus ce soir. On les prend en esclaves, enfin pour les faire travailler. Tout à fait. Les traites, c'est quand même des traites d'esclaves. D'esclaves, avec une différence entre la traite arabo-musulmane, les traites arabo-musulmanes et la traite occidentale, c'est que la traite occidentale porte, j'allais dire, comme le marxiste aurait dit, sur une force de travail, sur des travailleurs, et la traite arabo-musulmane porte bien souvent plutôt sur des femmes et sur des enfants. J'ai des citations d'Ibn Khaldoun qui sont extraordinaires. Ibn Khaldoun qui nous dit, par exemple, je cite, ici au Maghreb, il parle des esclaves qui vont être prises chez les Berbères. Oui. Ici au Maghreb, l'on trouve les belles esclaves berbères de toison couleur de miel. Il y a cette propension pour les femmes et El-Bakri, le grand El-Bakri, qui nous dit à propos des esclaves au sud du Sahara, à Oudagos, donc royaume de Ghana, on rencontre des jeunes filles au beau visage, au teint clair, au corps souple, au sein bien droit, à la taille fine, aux épaules larges, à la croupe abondante, au sexe étroit. Celui qui a le bonheur d'en posséder
il prend autant de plaisir qu'avec une vierge. Oui, voilà. Donc c'est une traite qui porte essentiellement donc sur les femmes, les jeunes filles. Et la première traite arabo-musulmane a été véritablement très dure. Elle s'est appliquée sur l'Afrique du Nord, ce qu'on appelle la Berbérie, le monde berbère. Et il y a eu quand même quelque chose de très particulier, c'est la castration. Il y a la castration des eunuques parce que 1 survit sur 2 à 300. 1 sur 2 à 300. Oui, 1 sur 2 à 300. Oui. Alors nous avons des chiffres très précis parce que nous avons des zones qui étaient spécialisées. Par exemple, dans la région du lac Tchad, il y avait des États qui étaient spécialisés dans la vente d'eunuques et les eunuques valaient très cher. Tout grand notable du monde arabo-musulman, qui avait plusieurs femmes et qui avait un harem, avait plusieurs eunuques. C'était un signe de richesse, c'était un signe d'importance, etc. C'est un signe de relation, de rang social. Sur nos ancêtres. C'est abominable ce qui s'est passé le 27 avril 1848. Il ne faut pas commémorer ça, il faut pleurer. Il faut commémorer la souffrance de nos ancêtres africains déportés de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion et au Sénégal, à qui on a dit vous êtes libres, mais vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous devez faire ça comme ci, vous devez faire ça comme ça, vous ne devez pas quitter l'habitation, voilà ce qui s'est passé. Il faut comprendre ce qui s'est passé pour voir jusqu'à quel point ces gens se moquent de nous, jusqu'à quel point ces gens veulent nous faire croire qu'ils nous font du bien alors qu'ils nous font du mal. Ils ont fait du mal à nos ancêtres, ils ont fait un mal inouï à nos ancêtres. Je vais vous donner un seul exemple. Parce que les fameuses lois d'abolition, quand vous allez aller sur Internet et que vous allez taper « abolition de l'esclavage », qu'est-ce que vous allez voir? Le décret numéro 1, celui que tout le monde connaît, que tout le monde revendique et que tout le monde brandit aujourd'hui, d'accord. Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est que le même 27 avril 1848, ce n'est pas un décret qui a été signé. C'est 11 décrets qui ont été signés et 2 ordonnances. Le premier décret disant « Ok, l'esclavage est aboli » et tous les autres à partir du deuxième, verrouillant de toutes les manières possibles, toute possibilité pour ces pauvres gens d'accéder à un minimum de... Comment on peut appeler ça, mon Dieu? Un minimum, quoi. Un minimum, après tout ça d'années de souffrance et de profitation. Alors, je vais vous donner un exemple. Et vous allez voir tout de suite comment ils ont placé la barre. Ces scélérats ont placé la barre haut en termes de falsification. Je vais vous dire. Parmi ces 11 décrets, on aurait pu penser que, bon, le premier dit qu'il n'y a plus d'esclavage, d'accord. Mais bon, on aurait pu penser que le deuxième et les suivants vont adoucir un petit peu le sort de ces pauvres gens. Aïe, quoi ça? Prenez connaissance du décret numéro 2 du 27 avril 1848, signé par les mêmes personnes qui ont signé le premier décret et plus encore. Le décret numéro 2. Je vous donne lecture de l'article 1er du décret numéro 2 du 27 avril 1848, où il était question d'abolition de l'esclavage. Et c'est ça qu'on vous demande de valider le 10 mai. On vous demande de valider ça. Je voudrais que vous me disiez, quand je vous aurai dit ça, est-ce que vous validez ça? Makabazotli. Donc, décret numéro 2, concernant la subsistance et l'entretien des vieillards et des infirmes. On règle le problème des inutiles en premier lieu. On se débarrasse de ceux dont on n'a plus besoin, les vieillards et les infirmes. Le gouvernement provisoire, considérant que la société doit aide et assistance à tous ses membres dans le besoin, que le principe de fraternité impose le même devoir à tous les hommes entre eux, quelle bande de crapules! Regardez ce qu'ils vont décréter dans l'article 1er. Dans les colonies où l'esclavage est aboli par décret de ce jour,
les vieillards et les infirmes seront conservés sur les habitations dont l'atelier voudrait donner aux propriétaires une somme de travail équivalente à leur entretien, leur nourriture et leur logement. Nulle terre française, l'esclavage est aboli. Mais attention, les décrets numéro 2, les vieillards et les infirmes, c'est sur votre compte qu'ils sont. C'est vous qui allez donner une somme de travail gratuitement au maître pour que le maître puisse leur donner à manger et leur permettre d'habiter leur vieille case délabrée là, dans laquelle ils vivaient jusqu'alors, pour leur permettre de conserver leur vieux cabanon là. Et un cabanon, c'est encore plus beau que ça. Voilà. Décret numéro 2. Puis attention, article 2. L'autorité locale, la police, la gendarmerie, d'accord? Et puis les mairies, interviendra pour réglementer les sacrifices acceptés par la générosité des affranchis. Donc l'abolition, c'est quoi? On leur a dit, ok, vous êtes libres, mais attention, les esclaves, les vieux, et puis les infirmes, c'est à vous de les prendre en charge. Dans le décret numéro 1, l'article 5 du décret, celui que tout le monde porte au nu là, en nous faisant croire qu'il fut le seul. Ce fameux décret-là, l'article 5, règle immédiatement la réparation pour les esclavagistes. Car cet article dit que l'Assemblée nationale va prendre par décret des mesures rapidement pour pouvoir payer comment dirais-je, payer les colons, puisque esclavagistes, ça leur écorche tellement la bouche, hein, donc c'est des colons, comme si tous les colons étaient esclavagistes. Enfin bref, d'ailleurs je vais vous le lire, comme ça, article 5. L'Assemblée nationale réglera la quantité de l'indemnité qui devra être accordée aux colons. Et ils vont pas prendre une loi, parce que la loi, ça va prendre trop de temps. Ils vont prendre un décret, ça va plus vite. Le décret, on peut décréter ça, clac, clac, mettre une petite signature. Donc, on va régler la quantité de l'indemnité. Et de fait, 2 ans après, les esclavagistes dont nous n'arrivons pas à avoir le nombre d'esclaves, mais dont nous avons la liste, ces esclavagistes, ils vont percevoir l'équivalent de 1200 € par tête d'esclave libéré. Donc, ils vont recevoir 50% de cette somme tout de suite. Et encore 2 ans après, donc début des années 50, ils vont avoir la deuxième partie sous forme d'action dans la première banque coloniale qui va être créée pour eux. Voilà la réparation qui a été immédiatement accordée aux esclavagistes par la loi numéro 1, le décret numéro 1 de l'abolition. On règle ça tout de suite. À partir du décret numéro 2, on serre les vis sur les anciens esclavagés. Alors, le décret numéro 2, c'est, attention, premièrement, on ne vous donnera rien. On va indemniser les colons. On va indemniser les colons, mais vous, prenez-vous en charge vous-même immédiatement. Vous devez assurer votre manger, votre loyer, vos frais médicaux, vos impôts, tout ça c'est sur votre dos. Et puis en plus, vous allez travailler pour pouvoir nourrir et loger. Vous allez travailler gratuitement pour votre ancien maître pour pouvoir nourrir et loger les infirmes et les vieillards de l'habitation. Non, je vous pose la question et puis je regarde quelques réponses parce que je voudrais savoir si c'est moi qui ai un problème ou bien parce que moi, quand j'ai découvert ces lois-là, quand j'ai découvert ça et que je suis arrivé à ce deuxième décret, ça m'a pris des jours et des jours à me dire, j'hallucine, ce n'est pas possible. Comment des hommes ont pu faire ça à des hommes, surtout dans les conditions de cette histoire? Je voudrais que vous me disiez, mes amis, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que ça, le décret numéro 2, qui figure dans mon livre Sacré Vagabond, parce que
Comme vous ne trouvez pas ces décrets-là sur Internet, pas même sur le site de l'Assemblée nationale, parce qu'ils sont trop honteux. Ces décrets sont trop honteux. Donc on les cache, on les enterre. On voudrait ne les avoir jamais pris. Le problème, c'est qu'on les a pris. Et lorsqu'on les a pris, ça a géré la vie en Martinique. Il y avait 77 000 personnes qui étaient assujetties au décret. Et 250 000 esclavagés qui ont été soi-disant libérés. Laissez-moi rire. En réalité, ces gens ont créé l'esclavage moderne, le 27 avril 1848. Et vous voulez qu'aujourd'hui, 10 mai, j'aille à côté du président de la République qui a institué ces lois-là, qui a refoutu mes ancêtres en esclavage, que j'aille me mettre debout à côté de lui pour lui dire bravo, vous avez bien fait, vous avez aboli l'esclavage? Jamais. Parce que, il y a un petit parole qui a dit que le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Mais l'escalier monte, il arrive à un certain niveau, l'escalier. Donc, quand on est en haut de l'escalier, qu'on connaît la vérité, on ne va pas danser au carnaval des autres, on ne va pas chanter au carnaval des autres, on ne va pas faire de bellets, on ne va pas faire de simagrées au carnaval des autres. Cette abolition est une abomination. Musique. Brièvement, 30 secondes. Je vous laisse réagir. La paix, la justice, l'amour et puis liberté. C'est des bagages tout le monde doit revendiquer. Laissons parler, vive à genoux. C'est vive tous, qui vont pour nous tous. La paix, la justice, l'amour et puis liberté. C'est des bagages tout le monde. Attends, Joël. Bon, en même temps. Ce n'est que le décret numéro 2 seulement, il y en a 11. C'est à vomir. On est ici pour vivre bien. Et on ne peut pas porter le poids de cette histoire-là dans nos gènes, comme la science reconnaît, que nous sommes victimes de ces souffrances de manière inconsciente. On ne peut pas continuer de porter ça. Et puis, quand on agite un hochet devant nous, on nous donne une loi, on nous donne une date, et puis on nous dit, allez, venez danser avec nous. Non, non, connaissez votre histoire, connaissez la vérité historique et elle vous affranchira. Soyez libres par rapport à ce que les gens... On a cimenté les cerveaux des descendants d'esclaves. On a cimenté les cerveaux, on a cimenté nos cerveaux et ils arrivent à nous faire croire que l'abomination qu'ils ont commise, que c'est une bonne chose. Merde. Merde. Eh bien, rien n'a été fait par tous les élus depuis des générations parce qu'ils ne sont même pas au courant. Ils ne sont même pas au courant. Et puis attention, ils ne veulent pas l'être. Ça, c'est le passé. Il faut aller de l'avant. En nous, allez, avançons. Attention, mais... Non, non, non. Ce qui s'est passé à l'abolition, c'est un crime contre l'humanité. Ok? Ah ouais. C'est dégoûtant. Ça donne envie de pleurer. Moi, ça me fend le cœur de voir que des gens ont attendu l'abolition. Ils n'ont pas tué le plan. Hein? Ils n'ont pas tué le maître. Ils ont attendu patiemment. Hein, ils ont attendu, on leur a dit qu'ils vont être libres, on leur a dit que c'est bien pour bientôt. Ils ont attendu, ils ont attendu, ils ont attendu. Comme Théophile dans l'histoire. Théophile a passé sa vie à attendre une espèce de promesse de libération qui n'est jamais venue. D'accord? Bon, donc,
on est là à approuver ce qui a été fait à ces gens qui attendaient d'être un peu libres. Et puis à qui on dit, attention, attention, vous êtes libres, mais débrouillez-vous pour vivre. Être un bon citoyen, c'est payer ses impôts, donc vous allez payer vos impôts. Vous ne pouvez pas quitter l'habitation. Vous ne pouvez pas quitter l'habitation. Vous devez rester travailler pour vos maîtres. Voilà l'abolition qui a été donnée à nos ancêtres. Vous cautionnez ça? Vous êtes d'accord avec ça? Mais moi, quand j'ai découvert ça, je suis tombée par terre, oui. Je me suis dit, c'est pas possible, je rêve, j'hallucine. Voilà l'abolition qui a été donnée à nos ancêtres. On commence par payer, premier décret, on paye les maîtres, qu'on appelle colons, parce que hein, c'est des colons, c'est pas des maîtres, c'est pas des esclavagistes, c'est pas des criminels, c'est des colons. Et puis les nouveaux citoyens, eh bien c'est ainsi qu'on appelle, c'est nouveau, c'est libre. Libre de quoi, mes amis? Libre de quoi? Libre de rien du tout. Pas même libre de partir sous un bois pour vivre. Parce que, attends, bon, ça c'est l'objet d'une conférence que j'ai, mais je vous donne quelques exemples de lois qui ont été prises ce jour-là pour refoutre les nègres en esclavage. Ce qu'on nous demande de cautionner là aujourd'hui, de célébrer là aujourd'hui, ce n'est ni plus ni moins que la remise en esclavage des nouveaux citoyens qui n'ont jamais été libérés. Vous entendez? Alors, vous avez le décret concernant donc la subsistance et l'entretien des vieillards et des infirmes. On se débarrasse d'eux. Bon, regardez, je vais vous dire une chose. Tous ces décrets-là qui ont été pris le 27 avril, vous savez comment ils ont été pris, ces décrets-là? Il y a eu une révolution en France au mois de février 1848. Il y a eu des changements de système politique puisque la République a été proclamée. Et quand la République a été proclamée, parce que c'est un roi qui avait avant, comme la République a été proclamée, Monsieur Lamartine, le poète que nous célébrons dans nos écoles, Monsieur Lamartine, qui était président de l'Assemblée nationale, a fait venir, comment il s'appelle? Attends, je ne sais pas, mon cas oublié, non, est-ce que c'est... mon Dieu, c'est tellement écœurant, franchement. A fait venir bref, son nom va me revenir, et lui a dit, bon, il faut abolir l'esclavage. On a aboli ça parce que l'Angleterre veut absolument nous faire, l'Angleterre veut nous poursuit, nous harcèle, il faut qu'on abolisse, il faut qu'on abolisse, il faut qu'on abolisse, faites vite. On va faire ça par décret, comme ça va aller vite, faites vite. Abolissez à n'importe quel prix. La révolution se passe en février, d'accord? Elle va se terminer dans le sang au mois de juin, à Paris, où on va tirer au canon sur les insurgés. Lorsqu'en février, ce gars-là, dont le nom m'échappe malheureusement, excusez-moi, mais je crois bien que c'est... j'oublie son nom. Quand il va aller... il va appeler Schellcher, il va dire à Victor Schellcher, viens, il faut absolument que tu constitues une commission et que cette commission-là qui doit abolir l'esclavage en France, c'est une nécessité impérative. Arrangez-vous comme vous voulez, il faut abolir l'esclavage. Ça se passe au mois de mars. La commission se réunit au mois de mars. Vous croyez que le 27 avril, ces gens-là ont pu réfléchir ensemble et discuter de la condition des esclaves et de leur transition et de leur passage à la liberté et prendre toutes les décisions cyniques, iniques qui ont été prises là? Absolument pas. Ils ont appliqué un cahier des charges qu'ils ont reçu de la part des créoles qui étaient depuis longtemps
préparer à cette hypothèse, c'est ce que je dis dans Zahir et Théophile, ils vont appliquer, ils vont dire, bon, ils veulent ça, ils veulent se débarrasser des trucs, ils veulent que ce soit les... Voilà, et bien on prend un décret pour dire ça. Et puis voici les autres décrets qu'ils vont prendre. Décret sur l'instruction publique. Alors celui-là est très intéressant. L'instruction publique. Figurez-vous que le 27 avril 1848, il est prévu par décret que tous les petits négrillons et toutes les petites négrites iraient à l'école publique, religieuse, évidemment, parce qu'à cette époque, il n'y a pas de maître d'école de maîtresse, ce sont des religieux, les frères de Plouhermel, les sœurs de Mampasavkissa, qui viennent, qui enseignent aux Blancs dans les écoles, dans leurs écoles. C'est à eux qu'on va confier l'éducation de ces petits nègres. Et cette école sera rendue obligatoire sous peine de prison et d'amende pour leurs parents s'ils n'envoient pas leurs enfants à l'école. Ça se passe en avril 1848. Ça ne sera jamais appliqué. Et je vous fais observer que la rue Cazenègue, c'est 1956. À la rue Cazenègue, Mantine, on est 100 ans après l'abolition. Regardez le mal de chien qu'elle a pour envoyer son petit garçon, son petit-fils à l'école. 100 ans après que l'école ait été déclarée obligatoire. Les petits nègres en 1956 sont encore dans les rues Cazenègue à attendre un moyen d'en sortir. Vous appelez ça une libération? Comment faire pour avoir l'avis, le regard justement de l'autre partie, de la partie des victimes? Comment faire pour rééquilibrer? L'autre partie, c'est-à-dire que moi, j'interviens sous le volet du point de vue africain. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que tous les débats que je fais, c'est toujours avec une ligne éditoriale stricte qui est le point de vue africain. Et le point de vue africain dit que le deuxième problème des sources historiographiques européennes, c'est qu'elles n'émanent pas d'individus neutres. Elles émanent de négriers, c'est-à-dire des gens qui sont impliqués dans le crime, qui commettent le crime, qui ont des intérêts privés et particuliers dans le crime. On ne peut pas nous présenter l'argumentaire de criminels comme étant des documents historifiables sur le plan moral. Parce que ces gens-là étaient tous assujettis à l'idéologie de la supériorité des races européennes par rapport aux autres peuples. À l'époque, il y avait ce discours racial qui a été organisé, orchestré pour justifier ça. Donc, on voit bien qu'il y a un problème de fond parce que qu'est-ce qu'elle dit, Simone Veil? Elle dit, attention, tout le monde sait que qui veut tuer son chien l'accuse d'avoir la rage. Donc, à partir du moment où vous prenez comme leitmotiv les documents des négriers, le négrier est en train de vous dire, mon chien a la rage, je vais l'abattre. Ce qui est normal, c'est-à-dire jusque-là, on ne discute pas sur l'aspect, si vous voulez, légal ou illégal des choses. C'est comme ça que ça se passe partout. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel conflit, de n'importe quelle partie du monde, nous sommes confrontés, nous historiens, à la même problématique. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle l'éthique, le code déontologique. Maintenant, le point de vue africain, il dit cela. Il dit une chose qui est très simple. Il dit, bon, si l'histoire des razzias négrières et de l'esclavage demeure fondée sur les analyses des négriers qui sont véritablement les victimes, les criminels, c'est-à-dire les organisateurs du crime, on peut pas opposer à une victime le discours de son meurtrier. Et ça, Simone Veil, elle est très claire là-dessus. Elle est très claire là-dessus, c'est-à-dire on peut pas faire ça. On peut pas le faire. Alors. Et pourtant, c'est ce qui fait. Et c'est ça qui est fait. C'est ce qui fait dans la chose, c'est qu'il y a eu le même problème dans les conflits entre la France et l'Allemagne. Et pour éviter, c'est-à-dire sortir du cadre de l'idéologie et un peu de l'excitation mémorielle, on a tout simplement réuni une équipe allemande, réuni une équipe française qui ont travaillé sur un ouvrage ensemble. De manière à dégager le fait historique en enlevant la partie qui concernait le fait d'incriminer l'un par rapport à l'autre. Mais la chose, c'est que quoi? On constate que la volonté cachée derrière cette approche qui ne respecte plus l'éthique, c'est d'opérer un transfert de culpabilité. Et c'est là où il y a le problème. C'est-à-dire que l'Europe, au lieu d'assumer, quand je dis l'Europe, attention, quand je fais des débats en Angleterre, il y a en Angleterre, l'anglais assume
Au Portugal, le portugais assume. Ils sont passés mais moi j'ai vu des débats entre portugais et français, mais les portugais mais invectivent les historiens français. On leur dit mais qu'est-ce que vous racontez? Vous racontez l'histoire comme si vous êtes arrivé en premier. Nous les portugais, est-ce qu'on a dit qu'on est venu acheter auprès de quelque roi que ce soit? Est-ce que nous on a dit des choses pareilles? Mais vous racontez des histoires. Donc c'est là où on voit, moi j'étais présent. Alors ils assument quoi là? C'est-à-dire qu'ils assument le fait qu'ils avaient des armes et qu'ils avaient besoin d'or, parce qu'on leur a dit qu'en Afrique il y avait un royaume, le royaume de Kanka Moussa, roi du Mali, qui était allé au Caire avec de l'or, qui avait fait chuter les cours de l'or pendant 10 ans. Les caisses de l'Europe étaient à sec. Le Portugal avait besoin d'argent pour lancer son économie. Ils ont dit, voilà, on chasse les Arabes. Et en Afrique, il y a des royaumes musulmans, et nous sommes chrétiens, on va faire une guerre religieuse pour aller prendre l'or. Donc les gens qui venaient le long des côtes étaient kidnappés pour avoir des informations sur où était le trafic de l'or, enfin les routes commerciales de l'or et les mines d'or, et quels étaient les royaumes où il y avait de l'or. C'est-à-dire qu'on fait du renseignement. Mais c'est tout simplement, attendez, chaque fois on envoie des drones pour faire quoi? C'est pas pour faire du renseignement. C'est-à-dire, le Portugais fait du renseignement. On vous dit, un Portugais qui vient faire du renseignement est venu acheter. Mais acheter aux mains de qui? Quoi? Vous voyez, on est en 1441. Christophe Colomb n'est même pas encore arrivé en Amérique. Donc, il y a un cochon de canne à couper. Il va venir chercher quoi? Après, on vous dit, oui, il avait besoin d'esclaves. Mais le mot esclave descend des Européens slaves. Donc, il y avait déjà des esclaves en Europe. Depuis le 5e siècle de l'ère ancienne, les Européens font plus de 2500 ans de trafic esclavagiste en Europe. Si vous prenez depuis le 8e siècle. Alors, on va revenir sur l'esclavage en Europe tout à l'heure. Donc, vous disiez que voilà, les Européens, eux, assument. Donc, voilà. C'est-à-dire les Anglais assument. Les Anglais assument. Les Portugais assument. Oui, il y a des gens qui n'assument pas. Les Français n'assument pas. Parce qu'il y a un transfert de culpabilité et ils ne veulent pas assurer cette donc, culpabilité. ils sont allés chercher, donc ils ont été chercher des musulmans, chercher de l'or. C'est-à-dire faire du renseignement pour avoir de l'or. Et qu'est-ce qu'elle dit, Christiane Taubira, d'ailleurs, à propos de ce transfert de culpabilité? Elle dit ceci: lorsqu'il n'a plus été possible de tout taire, voyez, une version officielle de l'histoire s'est mise progressivement en place en faisant plein feu sur les complicités africaines et relativisant, voire occultant, le rôle des armateurs et rabatteurs européens. Donc, le transfert de culpabilité pouvait alors s'opérer. Et c'est pour ça que M. Logassa dit le cliché du roi nègre, je dis bien le cliché du roi nègre, vous voyez, trafiquant d'esclaves, a donc été imposé. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on peut démontrer scientifiquement parlant. Parce que c'est faux. Moi, je vous dis, c'est faux. J'ai été devant Monsieur Deveau, à la télévision, face à face, sur une émission sur la traite interne africaine. Et je lui ai dit, c'est faux, c'est nul et non avenu, qu'il raconte n'importe quoi, parce que moi, je vais vous dire quelque chose qui est très simple. Si l'Afrique avait eu 14 millions d'esclaves en Afrique interne, alors ce qui est très fort, parce que les Africains sont animistes, mais ils font de l'esclavage comme les rois européens qui sont judéo-chrétiens. C'est-à-dire la barrière sociale, psychologico-religieuse, ça n'existe pas. Donc on nous a menti. C'est-à-dire que je dis, moi je suis pas dans les problématiques de mensonge, je dis simplement qu'il faut faire preuve d'éthique, parce que c'est pas un problème de l'Afrique, c'est on porte atteinte à la vérité et à la morale. Très bien. Et là, il faut quand on dit que nos ancêtres ont vendu nos ancêtres, c'est tout à fait. C'est-à-dire que ça, ce sont des clichés. D'accord. Ce sont des clichés, c'est faux. Parce que je vais vous donner un exemple, et comme je le dis aux gens très simplement, vous vous rendez compte que vous avez 14 millions d'esclaves quelque part, et vous n'avez pas un mot pour définir ces gens-là avant l'arrivée des Européens. On est obligé d'utiliser un mot européen qui est esclave, et on n'a pas de mot africain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que si vous allez au Japon chercher des chevaliers, on vous dit non, ce sont des samouraïs. C'est-à-dire que chaque pratique sociale a un champ lexical. Mais pour l'Afrique, voilà que sans champ lexical, on vous dit qu'il y avait. Moi, je ne sais pas faire des choses pareilles. Donc en fait, il n'y a pas d'esclaves en Afrique. Moi, je dis que, et j'ai dit ça aux Nantais, monsieur le maire de Nantes m'a invité face aux historiens nantais, et aux Nantais, je leur ai dit que compte tenu du fait que ce sont vos propres parents qui sont venus, vous êtes les personnes les mieux indiquées pour nous dire quel était le mot africain qu'ils ont utilisé pour dire voilà. Et tout le monde est resté silencieux. Parce que personne n'a rien vu. Parce que le mot esclave vient d'où alors? Le mot esclave, ce sont des Slaves, c'est-à-dire les Polonais, les Bosniaques, ce sont ces gens-là, ce sont des Slaves. Et moi, en anglais on dit slave. On dit slave. Et ces gens-là sont pas des descendants simplement, ce sont eux. Et quand je vais en Pologne et compagnie faire des conférences, on a l'occasion de se rencontrer. Les gens me disent mais l'histoire que vous racontez, c'est la nôtre, parce que nous,
On a pris près de 12 siècles d'esclavage. Vous parlez de 400 ans, nous c'est 12. Et on était déportés à fond de cale de bateau à Venise. C'est-à-dire le fait de rasier les gens, même de les castrer et le déporter à fond de cale de bateau. Mais c'est les Européens qui ont inauguré ça. À l'époque où l'Arabie au 8e siècle envahit le sud de l'Europe. Mais le commerce des Arabes, c'est le trafic européen d'esclaves. Et c'est pour ça que sur le Maghreb, sur toutes ces côtes-là, il va y avoir un trafic énorme de vente de captifs blancs. Donc, on peut pas venir nous sortir des histoires à dormir debout parce qu'il faut être quand même un peu sérieux. Vous voyez, vous avez une pratique dont la terminologie de A à Z provient de l'Europe et on vous applique cette pratique à l'Afrique sans jamais vous donner un seul mot africain qui justifie. Moi, je vous dis une chose, hein. Vous envoyez votre fils faire une après-midi d'arts martiaux. Quand il balance un coup de pied, vous lui dites « Oh, tu as lancé la jambe ». Il te dit « Non, maman, c'est un washi magari ». Ça veut dire que chaque chose a un nom lorsque la pratique existe socialement. Maintenant, s'il n'y a pas de nom et que vous utilisez le mot coup de pied, ça veut dire que quand même il y a quelque chose qui est pas clair dans le récit historiographique que vous livrez des événements. Alors quand il est dit, comme disait Yanis, que ce sont les rois africains qui ont participé même à la traite, qui ont vendu leurs frères noirs, oui, c'est faux. Alors, c'est-à-dire que, vous savez, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les Portugais qui sont venus le long des côtes africaines, donc au XVe siècle, les Africains les ont tous tués. Ninao Tristão, Antonio Gonçalves, ils sont tous morts. C'est-à-dire que, comme les gars ont compris très tôt à quel jeu ces gars-là jouaient, eh ben, ils leur ont tendu des embuscades et ils les ont tués. Alors, s'ils étaient venus acheter, pourquoi on les a tués alors? Il faut quand même arrêter de raconter aux gens des histoires. Regardez Don Henrique. Je vous parle très précisément des chevaliers de l'ordre du Christ, qui avaient été financés par le Vatican, parce que le Portugal n'avait pas d'argent, mais on leur avait dit qu'il y avait de l'or en Afrique. Et c'est comme ça que le Vatican va donner les trésors des Templiers pour financer les expéditions. Don Henrique va créer les chevaliers de l'ordre du Christ et chaque navigateur portugais sera un membre des chevaliers de l'ordre du Christ. Je vous dis que vous allez sur Internet, vous tapez chevalier de l'ordre du Christ. Vous allez voir, c'est sur Wikipédia. N'allez pas plus loin que Wikipédia. Vous allez voir Don Henrique, toutes ces choses-là. C'est écrit noir sur blanc. C'est pas des choses qu'on a... Et vous allez voir comment ils sont morts. Comment ils sont tous morts. Parce que le seul qui a pu échapper, c'est Lanzarote, qui était venu avec 27 navires et qui a failli y rester. Alors, moi, je vais vous prendre un exemple pour comprendre vraiment les choses. Moi, personnellement, quand j'étais en classe ici, donc quand j'allais à l'école, on me disait que les Européens sont arrivés en Afrique, ils sont tombés sur des sauvages cannibales qui volaient de liane en liane. Bon. Mais après ça, on vous dit que des rois ont vendu. Bon, moi je ne sais pas, mais je n'ai jamais vu des sauvages organisés en royauté. Parce que soit vous êtes sauvage, vous n'avez pas de roi, soit vous avez des rois, mais vous n'êtes plus sauvage. On peut pas être les deux. Donc lorsqu'on demande à l'historien, c'est-à-dire dans le débat, lorsqu'on demande aux historiens occidentaux de nous dire clairement est-ce que l'Afrique était sauvage ou civilisée, comme son objectif c'est de défendre la thèse commercialiste en disant qu'il est venu acheter, voilà qu'il se met à nous dire que en fait on s'est trompé. L'Afrique était effectivement civilisée. Et je vais vous lire une phrase écrite par Monsieur Hahn dans le journal Le Monde, qui dépasse l'entendement. Stéphane Hahn, qui est professeur d'université. Écoutez ce qu'il a écrit dans Le Monde. Nous savons aujourd'hui que les Européens qui naviguèrent le long des côtes africaines, à partir de la moitié du XVe siècle, découvrirent un monde qui avait atteint économiquement et politiquement un niveau de développement comparable au leur. Les Africains pratiquaient l'exploitation minière, l'industrie, l'agriculture et l'élevage. Ils entretenaient depuis des siècles des relations commerciales avec les pays éloignés. Donc voilà ce que nous disons nous en tant que parti africaine. Si la thèse d'Européens venant avec des pacotilles était valable pour une rencontre avec des sauvages, la rencontre avec des rois civilisés, faut arrêter de nous raconter des histoires à dormir debout. D'accord. Parce que quand on fait, je dis bien, sur la base de ce que Monsieur Hahn a dit, quand on fait l'exploitation minière, l'industrie, l'agriculture et l'élevage, et qu'on a un niveau de développement comme l'Europe, c'est pas des pacotilles qu'on va s'asseoir même pour discuter. Donc ça veut dire que là, on ment. La deuxième chose, c'est qu'on a fait la colonisation sur la base qu'il fallait civiliser les peuples qui étaient pas, et maintenant on nous dit que dès que les Portugais arrivent, il y avait des rois. Donc ça veut dire que depuis le début, on ment. Vous voyez l'affaire? Donc c'est pour ça que je dis attention, parce qu'on peut être méchant. Il s'agit pas de faire une histoire afrocentriste, parce que l'histoire afrocentriste, ça n'existe pas. Je le dis toujours, il y a une philosophie afrocentriste, c'est-à-dire spirituellement, notre orientation, elle est africaine. Au niveau de la pensée, au niveau de la façon de lire le monde, la façon d'interpréter les événements. Mais quand on fait de l'histoire,
il n'y a plus de pensée afrocentriste. C'est une question de vérité et je tiens à dire, à l'UNESCO, nous avons des chercheurs qui sont de toute congrégation religieuse, de toute civilisation, de tout peuple et la défense, c'est le combat, c'est la vérité. On ne regarde pas, ni on est arabe, ni on est juif, ni on est... Le combat, c'est la vérité, un point, c'est tout. Jean-Luc, bonjour. Je vous appelle parce que, bon, je suis tout à fait d'accord avec vous, sur tout point de vue, hein, étant donné la précision des mots que vous utilisez et le contexte dans lequel vous mettez les choses. Si effectivement, oui, le mot slave, d'esclave vient du mot slave, de toute manière, en termes de linguistique, ça c'est clair, il n'y a pas photo, c'est pas un mot africain. Ben, c'est évident. Donc on peut pas, vous voyez, on peut pas ni se dire qu'on est descendant d'esclaves ou de slaves. Moi j'ai été en Hongrie et compagnie, j'ai vu à qui j'ai affaire. Nous sommes des descendants d'Africains, déportés en esclavage. Alors, allez-y, continuez, Jean-Luc. Ouais, voilà, la seule chose que je voulais savoir, étant donné qu'effectivement, bon, sur ce point-là, on est encore d'accord, étant donné qu'on n'avait pas de terme, on n'avait pas d'esclaves réellement, c'était pas des esclaves. C'était des déportés, alors? C'était des, non, je pense que c'était des serviteurs, hein, je pense que Moutoundé, sur ce point-là, serait d'accord avec moi. Moi, je vais vous dire, ça tranche comme une lame. Ça tranche comme une lame. Comme une lame. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de faire des débats face à des égyptologues. Hein? Et quand on leur a dit d'aller au tableau pour écrire en hiéroglyphe le mot esclave, ils sont devenus blêmes. Parce que tout le monde sait qu'en égyptologie, et moi-même qui suis égyptologue, le mot esclave n'existe pas. Monsieur Ancelin l'a dit, Madame Bernadette Menu, qui est directrice de recherche au CNRS, a fait sa thèse là-dessus, elle a dit que ça n'a jamais existé. Et si vous prenez le dernier ouvrage d'Olivier Pétré-Grenouillot, lui-même dit, je reconnais aujourd'hui que ce que j'avais dit n'était pas la vérité. Parce que l'esclavage n'a jamais existé en Afrique dans l'Antiquité. D'accord. Donc, c'est-à-dire, ce que je dis, c'est que si moi je dis qu'en arrivant au château de Versailles, j'ai vu des samouraïs, tout le monde va me prendre pour un fou. Parce que tout le monde sait que ce sont des chevaliers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la terminologie, c'est important. Alors, continuez, Jean-Luc. Voilà, je voulais juste savoir... Il est bavard, hein, Jean-Philippe, hein, on a du mal à l'arrêter. Non, mais j'ai pas de problème. Non, parce que c'est sérieux. Oui, tout à fait, non, mais je comprends. Ce que je voulais savoir, c'est que effectivement, elle avait dans l'Égypte ancienne, on va dire, dans le fonctionnement de l'Afrique à l'ancienne, on va dire, quelles étaient les sous-couches de la population, comme on appelait ces personnes qui servaient, quoi, qu'on employait, bien évidemment. Mon très cher. Mais comment mon très cher, moi je vais te dire les choses très clairement. Tous les historiens européens qui ont analysé cette question, ils savent très bien de quoi je parle parce que eux-mêmes l'ont mis dans leur ouvrage. En Afrique, il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de bagne, il n'y avait pas de guillotine, on n'étranglait pas les gens, on les égorgeait pas et on les condamnait pas. C'est-à-dire que quand quelqu'un avait commis un préjudice, il y avait un conseil de sages qui se réunissait et cette personne était condamnée à servir les intérêts de la partie dont elle avait nui. C'est-à-dire, vous avez tué quelqu'un qui avait 4 bœufs à s'occuper. Dorénavant, c'est vous qui allez vous occuper des 4 bœufs. Et si il y avait 2 vaches qui donnaient du lait pour les enfants le matin, c'est vous qui allez traire la vache pour donner du lait à la maman pour qu'elle nourrisse ses enfants, parce que le papa, c'est vous qui l'avez tué. Liliane Crété l'a écrit noir sur blanc dans le document. Dans les documents qu'elle a fait, Serge Dagé, spécialiste de l'histoire de l'Afrique, l'a mis noir sur blanc. Il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de GIGN, il n'y avait pas la police, il n'y avait pas la gendarmerie. Il n'y avait pas tout ça. Donc il y avait un fonctionnement, vous avez commis un délit, vous êtes condamné à réparer le délit en vous mettant au service de la partie qui a subi le préjudice. Voilà. Pour vous, Jean-Luc. Moi je trouve ça, c'était totalement cohérent à vrai dire. Hein, mais attendez, Bernadette Menu est directrice de recherche au CNRS. Elle a fait une thèse sur la question et elle est égyptologue. Donc c'est pour vous dire quand même, il y a quand même des dossiers qu'elle met et elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Regardez par exemple un exemple. Vous avez un auteur qui vous dit quelque chose qui dépasse l'enseignement. Il vous dit l'acheminement des esclaves de l'intérieur du continent jusqu'à la côte était assuré sans participation des Européens par les Africains. D'accord? Il vous montre une illustration. Vous avez 2 bonhommes qui sont en train d'amener 24 personnes et chaque bonhomme a un fusil à la main.
Alors, à défaut de me donner les coordonnées GPS, si on n'a pas l'adresse exacte, je suis preneur même des coordonnées GPS, de l'usine en Afrique qui fabriquait le fusil et les munitions. En quelle année? C'est-à-dire au 15e siècle. Au 15e siècle. Voyez-vous, hein, je suis OK pour dire que l'Afrique est acheminé. Mais si le fusil ne venait pas de l'Africain et les munitions ne venaient pas de l'Africain, vous ne pouvez plus dire que l'Européen n'est valable que pour 2%. 98% du problème, c'est le fusil. Parce que sans le fusil, je vois mal comment 2 personnes vont en maîtriser 24. C'est tout. Moi, je mets tout simplement 2 personnes devant une porte. Nous arrivons à 24 et je demande aux 2 personnes de nous empêcher de sortir de la porte. On va voir si c'est possible sans fusil de nous empêcher de passer. Donc, il faut arrêter de raconter aux gens des sornettes. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Il y a une déclaration qu'a fait notre responsable à l'UNESCO que j'apprécie, c'est monsieur Ali Moussaïe. Je vais vous lire sa déclaration parce que elle est importante. Il dit que, voilà, la plupart des sociétés qui ont pratiqué la traite négrière et l'esclavage ont dû faire appel à toutes leurs ressources scientifiques, religieuses et politiques pour justifier moralement, intellectuellement, juridiquement ce crime contre l'humanité. C'est ainsi que les théories de l'inégalité des hommes, notamment sur l'infériorité congénitale de l'homme noir, ont été construites. Cet héritage nourrira par la suite toutes les politiques de domination, de racisme et de ségrégation contre les peuples colonisés. Ce sont ces mêmes idéologies monstrueuses qui seront mises à l'ordre du jour par le nazisme appliqué au cœur de l'Europe. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que s'il était vrai qu'en descendant en Afrique, l'Européen tombe sur des rois qui ont déjà des stocks et qui lui dit voilà, je suis embarrassé, prends. L'Européen n'aurait pas été obligé d'organiser l'idéologie du racisme et de la supériorité des races. C'est parce qu'il savait très bien il sait que ce qu'il dit est faux et la preuve qu'on peut lui avancer, c'est de lui dire mais si c'était vrai, tu n'aurais pas échafaudé la thèse de la supériorité des races en disant il y a les races dominantes, il y a les races inférieures et compagnie pour justifier ce que tu fais. Parce que s'il y a des rois qui vendent, quelle est l'utilité de dépenser autant d'argent pour faire ça? On n'en a plus besoin. Vous voyez? Donc ça veut dire que, voilà. Allez, un dernier appel, enfin pas un dernier appel, un autre appel avec François, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour mon cher François. On vous écoute François, soyez le bienvenu. Allez-y. Oui. Vous savez, Guylaine. Oui. C'est Bosier qui a voulu, hein. Oui. Vous savez, moi ému. C'est vrai ou ému? Oui. Pardon, ok. Et on a souhaité que vous continuiez. Parce que ce début-là, ça, faut nous habiter encore. Nous habiter à dire, notre vérité à dire. On va pas arriver à parler, parce que mais ça a touché nous en l'eau, ça a dit là, ça a dit nous là. Honnête. Moins. Mais c'est ça le but, c'est ça le but de l'émission, hein. Ils démontent nous. Et ça qu'a, excusez-moi l'expression, mais au moins c'est qu'il y a des compatriotes au moins qui a aidé ça. Ouais, qui a fait malheur. Mais c'est peut-être parce que justement, comment on appelle ça, l'assimilation, enfin pas l'assimilation, la. Oui, mais quel que soit, Guylaine, quel que soit ça ou que dit moins, on a un minimum quand même. C'est conditionnement là qui concerne. C'est un conditionnement. Voilà. Oui, c'est vrai, son conditionnement, mais faut faire l'effort de sortir dedans aussi. Parce que quand on a le conditionnement, et pourquoi il y a arrêté un conditionnement? Parce qu'il y a un intérêt, très souvent. Mais, vous savez, en quête du rembit, moins, c'est aussi là à la rencontre de monde qui rendez-vous compte de gens qui ont voir les choses. Ouais. Là, on fait une conférence en Europe, ni des moun yo vin vraiment, yo dis moi qu'on ça, mais vous savez, histoire là, ça c'est histoire nous, puisque les Slaves, les esclaves, c'est nous. Et ces messieurs, yo blond, de bleu, enfin, regardez, on dit qu'on ça, mais, ignon bitin, nous prétend parler. Pourquoi qu'a sorti, carte d'identité, il dit moi qu'on ça, est-ce qu'on voit non, au moins c'est Chiavone. En cas de pourquoi comme ça, non, c'est Chavon, mais vous savez que à Venise, Yoteka von Zot, à Sion quai, non à quai là, c'était la riva des Chiavon. Et la riva des Chiavon, ça veut dire le quai des esclaves. Chiavon, en réalité, ça veut dire esclave en vénitien. Et Bougaka dit moins comme ça, eh ben, esclave, c'est non au moins. Et Bouga blanc, hein. Et Bouga commence à pleurer, et Bouga dit moins comme ça, c'est pour ça que, il pas qu'à jamais sorti carte d'identité aïe. Sauf que vraiment, si qu'à prend l'avion, des bitins comme ça, parce qu'ils savent que, et, moun vin vraiment, avec carte d'identité à yo, et c'est là, yo commencé à traduire non à yo, pour moins comprendre qui non à yo en réalité.
Non, c'est messieurs, c'est fond de calabato, qu'est esclave, fouet, chède, enfin, ou quoi, on vous compte que Nyon bitin qui est extraordinaire. Parce que, yo rasier ces messieurs pendant 12 siècles. Ouais. Pour venir, les Arabes. Ouais. Ou quoi, vrai. Donc, c'est tout échange là, ça, parce que là, nous, qu'à parler de ça, nous, on tendance toujours qu'à voir, on partit de bitin là. Mais, en fait, il y a une antériorité qui est assez important, et en cas quoi que ni des bitins aussi qu'à permettre nous de vivre pi objectif à dans ça. Quoi, vrai. Et là, on va discuter avec ces messieurs, c'est là on va comprendre qu'en fait, les historiens européens, ils ont fait un transfert de responsabilité, de culpabilité. Parce que, histoire à moun te ka van moun, c'est yo même qui te ka van moun. Ou quoi, vrai. Et en fait, c'est un transfert de culpabilité qu'il y a fait. Mais, nous, qu'à vivation planète, nous, ensemble, à même planète, nous pas besoin de faire la guerre tous les jours. Faut nous arriver comprendre nous. Et pour arriver comprendre nous, faut unir le respect, la sincérité et la vérité. C'est tout. Ça, c'est clair. C'est tout. Et voilà. Où ça, mon bitin, c'est pour s'en couper inconsciemment peut-être. Mais nous, bitin, quand on cité, on pas dit ça. Rien qui passe parce qu'il faut en voyager. Oui. Mais pas qu'arriver à essayer de faire. Mais pas qu'arriver. Carte d'identité, ouais. Ouais, pas qu'arriver à faire parce que nous, qui en l'air, qui pas qu'à pénétrer dans moins, qui pas qu'à entrer dans moins. Non, mais ça, en cas du Rombitin, François, en cas du Rombitin, vous savez, ça aussi, nous, qu'à prendre analyser ça. En fait, c'est un sentiment que beaucoup de monde panie. C'est-à-dire que yo panie le sentiment que la justice faite. Ouais. Hein? Yo ni un sentiment d'injustice. Et c'est ça qui fait que Joël Ursule dit tout ça, parce que, à part un problème de Joël Ursule, c'est-à-dire que, en cas rendre moins compte, en cas au paquet de peuple, au Cameroun, tout ça, en cas rendre moins compte que tout partout, même aux États-Unis, gars, ça arrive aux États-Unis, tout partout, nèg ni un profond sentiment d'injustice. C'est ça le problème là, c'est tout. Bon. François, merci. Non, mais attends, Guylaine. Oui. Rappelle à genou en pied. Mais non, mais non. Font notre fait d'autres. Ok, fait d'autres, mais pas beaucoup. Pas obligé de mettre à genoux, mais nous que fait d'autres. Nous besoin. C'est travail à moi, il y a pas de problème, je suis là pour ça. Merci au pile. Merci François. Oh, dis donc, c'est très émouvant. Alors, hein. je voulais rajouter quelque chose parce que très rapidement, je voulais rajouter quelque chose. Vous savez, monsieur Arbulot, qui est le directeur de l'EG, qui est l'école de guerre économique, il est lui-même conscient que la notion de rapport de force, on peut pas, c'est un élément central de l'histoire. D'ailleurs, lui-même, il dit, l'histoire de l'humanité est dominée par des rapports de force, identifiables dans les différentes étapes de sa progression, dont notamment la colonisation et l'esclavage. Donc, il y a une notion de rapport de force. Vous savez que, à l'époque où Hitler va fonder le Troisième Reich, il y a 500 000 Juifs qui vivent en Allemagne. Et sur ces 500 000 Juifs, 150 000 vont écrire à Hitler pour lui demander l'autorisation d'intégrer le Troisième Reich. Donc ça veut dire qu'il y a eu des soldats juifs. C'est-à-dire que vous n'avez jamais entendu un historien français venir vous dire que les Juifs ont vendu les Juifs. Vous avez, au niveau de l'Amérique, des chefs indiens. Non, on est précis parce que Brian Rix a fait un livre dessus. Ça veut dire que dans l'armée d'Hitler, il y avait 150 000 soldats juifs. Et le dossier d'History Today que j'ai, qui a fait 10 pages dessus, Hitler passe en revue des Juifs, leur remet des grades, et beaucoup de gradés de gens récompensés étaient juifs. Même le gaz qui a servi à gazer les gens, le Zykombé, c'était un physicien juif qui avait mis au point le gaz. D'accord? Monsieur Haber, Fritz Haber. D'accord? Vous n'avez jamais entendu un historien européen venir dire que les Juifs ont vendu les Juifs. Vous avez des chefs indiens qui ont mené les colons à l'intérieur des terres américaines puisque les colons ne connaissaient pas l'intérieur des terres. Vous n'avez jamais entendu les gens venir vous dire que des chefs indiens ont vendu les Indiens ou ont été chercher Geronimo à l'intérieur des terres pour le vendre. Ça ne se dit pas parce qu'en histoire, il y a un statut qui s'appelle le statut de victime indirecte. C'est comme l'enfant soldat. Un enfant qu'on est venu rafler et qu'on va former au maniement des armes, hein, vous avez beaucoup d'enfants soldats qui sont grands et qui écrivent des livres aujourd'hui pour raconter ce qui s'est passé. Mais on lui donne le statut de victime indirecte. La victime, c'est celui qui l'a descendu, mais lui, comme on l'a embrigadé dans un système dans lequel il y avait un rapport de force et il n'avait pas les moyens de se défendre, donc on lui accorde le statut de victime indirecte et c'est pour ça qu'il peut aller chez Chamarion aujourd'hui écrire un livre au lieu d'aller en prison. D'accord? Bon. Donc, moi, je dis que... Mais ne vous énervez pas. Non, mais c'est-à-dire, non, c'est pas ça. C'est qu'il faut comprendre les choses. Moi, je dis que
lorsqu'on nous montre des individus avec des fusils à la main, ce sont des victimes indirectes, au même titre que les 150 000 juifs étaient des victimes indirectes, au même titre que les Indiens qui ont amené les colons à l'intérieur des terres sont des victimes indirectes. Et c'est pour cette raison que l'État d'Israël a reconnu le statut de victime indirecte, et tous les historiens le reconnaissent. C'est pour ça que pas une seule fois, je vous dis, vous n'avez vu un historien dire que les Indiens ont vendu les Indiens. On parle de l'extermination des Indiens d'Amérique. Donc les Noirs qui ont, entre guillemets, vendu les Noirs ou qui ont aidé ou qui étaient, voilà, ce sont des victimes indirectes. Je vais vous dire une chose. Quand vous avez capturé un enfant le long des côtes africaines, que vous avez amené au Portugal pour le former au maniement des armes, et que vous l'avez ramené adulte pour aller tout simplement à l'intérieur des terres chercher des gens, c'est une victime indirecte, au même titre qu'un enfant soldat peut aller à Flammarion écrire un livre aujourd'hui. On peut pas le présenter comme une partie africaine, parce que quand vous regardez le nom de ce monsieur, il s'appelle Roberto da Silva. Je ne connais aucun Africain qui s'appelle Roberto da Silva. D'accord? Et ou Ian McIntosh, ou je sais pas quel autre nom, qui sont tous des noms soit espagnols, soit anglais, soit français, soit portugais. Ces gens-là n'ont pas de nom africain parce qu'ils ont été raflés petits. On les a amenés en Espagne, au Portugal, en Angleterre ou au Danemark, formés au maniement des armes, qui plus est, baptisés chrétiens, et on leur renvoie. Parce que moi, je suis un roi nègre, je veux capturer des gens, je vais lundi, dans les bois, je tire. Je n'ai plus de munitions mardi, comment je rentre? Je n'ai pas d'usine qui fabrique les munitions. C'est qu'il y a quelqu'un qui vient me livrer les munitions. Donc si cette personne-là ne venait pas me livrer les munitions, mardi je ne peux plus rentrer, mercredi c'est mort. Mais si je peux rentrer mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient tous les jours me livrer les munitions. Donc le problème de fond, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fourni l'arme du crime, les munitions du crime, le mobile du crime, et cette personne doit assumer. C'est de cela dont nous parlons. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous ne sommes pas là pour juger. Ni c'est bien, ni c'est mal. On dit tu assumes. Et tu arrêtes de venir raconter des histoires à dormir debout aux gens. Il faut que les récits soient objectifs. Voilà. Et sérieux. Il faut que ça soit sérieux. Parce que si je vous dis que venir dire, par exemple, que oui, c'est mon arrière-grand-père qui a fait, je l'ai pas connu. Donc je ne peux pas considérer que je me sens concerné par cette histoire. Mais quand le notaire appelle ce monsieur pour hériter de la villa, du bâtiment et du terrain qui appartenait à son arrière-grand-père qu'il n'a pas connu, pourquoi il signe le papier du notaire? Parce que devant le notaire, comme par hasard, il le connaît, là. Attendez, je voudrais quand même, avant la fin, vraiment, il nous reste à peine 5 minutes, on ne pourra malheureusement plus prendre d'appel. C'est vrai que c'est passionnant, on va faire, comme dit François. Non, parce que quand j'ai discuté avec les Nantais, mais j'ai dit, mais on va où, là? Soyez au moins honnête. Quand François, comme dit François, on va être obligé de faire 2, 3, 4 volets là-dessus. Jean-Philippe, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que justement, quelles sont les répercussions de tout ça au niveau de notre jeune génération? Voilà. Quels sont les effets, le fait que l'histoire n'ait pas été écrite correctement au jour d'aujourd'hui, voilà, en 2015, quelles sont les répercussions? Moi, j'ai toujours dit que le problème de la date de la commémoration, ce n'est pas mon problème. Parce qu'il y a 365 jours dans l'année, on va trouver une date. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas laisser une histoire basée sur le récit des descendants des négriers. Que vous disent les enfants? Mais les enfants disent, quand on parle des Noirs, c'est sida, Ebola, l'Afrique sauvage, cannibale, des nègres qui ont vendu. C'est-à-dire, c'est extrêmement négatif et ça détruit complètement l'intégrité de l'enfant. À tel point que les réunions que j'ai fait avec les enfants, mais il y a un moment, j'ai perdu la parole. Parce que l'enfant a l'impression qu'être noir aujourd'hui, en 2015, c'est une tare. C'est être une tâche dans l'histoire de l'humanité. Alors que l'Afrique a inventé les mathématiques, l'Afrique a inventé l'écriture, l'Afrique a inventé la religion. Tout le monde vous parle de papyrus, de parchemin. Mais le papyrus, c'est qui l'a inventé? Les premiers textes sacrés sur papyrus, c'est qui les a écrits? Pharaon, c'est lui qui a formé Moïse. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit. Il dit, Moïse a été formé dans les temples de Pharaon. Alors si Pharaon était le diable, qu'est-ce que Moïse faisait dans le temple du diable? Je dis que, attendez, Jésus, quand il voulait se faire cacher, il est venu en Égypte. Si l'Égypte c'était la terre du diable, que fait Jésus en Égypte? Quand Mahomet, on voulait égorger ses disciples, il est venu les cacher en Abyssinie. Si l'Abyssinie c'était le diable, que font les disciples de Mahomet en Abyssinie? C'est-à-dire l'estime de soi, en fait, des enfants. C'est-à-dire que moi, je vous dis que pour raconter cette histoire-là, l'Européen fabrique un discours qui est fondamentalement une escroquerie intellectuelle, qui est du faux usage de faux, et que nous disons aux gens qu'il faut arrêter de porter atteinte à la morale. Je dis pas porter atteinte à l'homme noir, parce que franchement, c'est pas là le problème. C'est-à-dire, il y a atteinte à l'homme noir, mais il y a quelque chose, un idéal que l'humanité doit conserver, c'est la morale et la justice. Parce que si dans les rapports entre les civilisations et les hommes, il y a plus de morale, il y a plus de justice, ça veut dire que la terre, nous allons la détruire.
Très bien. Et parce que nous avons plus de sagesse. C'est un petit peu le sens du combat, justement. Et après, il y a le respect de l'homme noir, naturellement. Le combat de l'UNESCO, c'est ça? C'est comment apprendre à... Ah non, c'est-à-dire que l'UNESCO, l'éthique de l'UNESCO, c'est très simple. C'est de dire que le problème de fond dans l'historiographie des razzias négrières et de l'esclavage, c'est de tenter de cerner comment une civilisation qui revendique tous les idéaux de l'humanité a pu se vautrer dans une extrême barbarie pendant autant de siècles. C'est pas des histoires de rois qui sont venus, ni de bateaux qui sont partis. C'est d'essayer d'expliquer pourquoi une civilisation qui se targue d'incarner les idéaux de la pensée de l'humanité, les droits de l'homme et tout ça, c'est vautré dans tout cela. Parce que si on ne règle pas ce problème-là, on n'a pas d'assurance pour l'avenir. Comment créer justement sans que les civilisations sans que les histoires se chevauchent entre elles, quoi. C'est-à-dire créer les bonnes conditions du vivre ensemble, parce que c'est ça le but. C'est-à-dire que les bonnes conditions du vivre ensemble, il faut déjà créer les conditions d'un débat. Il faut pouvoir débattre. Moi, j'ai parlé à Monsieur Sarkozy quand il a dit que les Noirs sont pas rentrés dans l'histoire. J'ai dit, Monsieur Sarkozy, il y a des Noirs au Panthéon. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces Noirs-là? Devant tout le monde, il a dit qu'il sait pas. Vous voyez? Donc, on fait des discours. Quand Guénaud, qui a écrit le texte, vous lui dites, dans quel département français se trouve le Congo-Brazzaville? Il vous dit pourquoi vous dites ça? Parce que De Gaulle a dit que la capitale de la France libre est le Congo-Brazzaville, et le gars écrit un discours pour dire que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Mais comment peut-on être demeuré à ce point-là? Félix Eboué, il n'était pas au Tchad quand l'autre a fait l'appel. On dit l'appel, mais qui a répondu à l'appel? C'est pas Félix Eboué qui était au Tchad? On célèbre l'appel, mais la personne qui a répondu à l'appel, on célèbre pas l'appel. Et quand il est au Panthéon, personne n'en parle. Il faut que ça soit Gaston Monnerville qui dise, mais il faut faire une action pour que quand même Félix Eboué soit au Panthéon, puisque c'est lui. Vous savez ce qu'elle a dit, la dame qui a fait le discours quand Félix Eboué est mort? Elle a dit que De Gaulle est un va-nu-pied avant de rencontrer Félix Eboué. Vous comprenez ça? Et Félix Eboué était en Afrique, il était au Tchad. Et venir dire aux gens aujourd'hui que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, alors que la bataille de Bir Hakeim, où on a battu les Allemands, a permis aux Européens de voir qu'il était possible de vaincre l'armée allemande, et c'est comme ça qu'ils ont pu organiser le débarquement, et venir nous dire qu'on n'est pas rentré dans l'histoire, quand l'écriture vient d'Afrique. Non, mais c'est-à-dire que moi, ce que je dis une chose. Allez, il faut se fixer des limites. En deux phrases. Non, je dis que nous avons aujourd'hui, nous sommes arrivés à une extrême, c'est-à-dire ni les gens du Nord, ni les gens du Sud ne peuvent garantir l'avenir pour les jeunes générations. C'est pour ça que je dis il faut faire stop. Il faut revenir à la sagesse, il faut recréer les conditions de la morale, réparer ce qui a été cassé et arrêter de nous raconter des histoires qu'on ne réparera pas. Il faut réparer parce que c'est une affaire de morale et si l'Europe dit qu'elle est des droits de l'homme, il faut pas le dire en bouche, il faut le montrer dans les actes. Et c'est même pas une affaire d'argent, c'est une affaire de morale. Merci infiniment, Jean-Philippe Omotoundé. Je vous remercie, mes très chers. Il y a tellement de choses à dire. Allez, on va revenir pour le 3e, 4e, 5e volet s'il le faut. Ah oui. En tout cas, merci infiniment. C'était un grand plaisir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous également. Voilà, à écouter tous ces récits. Merci, Jean-Philippe Omotoundé, donc chercheur en histoire, auteur de divers ouvrages aux éditions Ménébuc, je l'ai dit, enseignant, coach, voilà. Et puis on a le site internet anijar.com. Voilà, anijar.com. Est-ce qu'on peut laisser un numéro de téléphone? Oui, parce le que 06. Vous donnez également des cours. Voilà. On apprend à lire l'égyptien ancien, le 06 90 690 646. 690 646. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci Angela. Merci. Bon week-end à toi. Merci également à Émilie. L'agriculture. Bon. Maintenant, lorsqu'il s'agit de dire que tous les peuples ont fait l'esclavage, moi je m'élève contre ça. Et j'explique pourquoi. On ne peut pas prendre la définition d'Aristote qui correspond à un environnement particulier et une vision dans un paradigme, c'est-à-dire un cadre intellectuel précis, où on considère pas l'homme comme une parcelle de la divinité, véritablement, et appliquer cette définition aux autres cultures du Sud en disant que tout le monde a fait, tout le monde a pratiqué. Moi, je préfère m'en tenir aux faits et voir véritablement dans l'analyse même qui a été faite des personnes qui ont été sur le terrain à l'époque et qui ont vu un certain nombre de pratiques, est-ce que le récit historique qu'ils donnent est conforme à la réalité? Parce que voilà que dans cette affaire-là, il y a une chose mais qui dépasse l'entendement, voyez-vous,
c'est le fait de dire que en Afrique, oui, à l'instar de partout en Europe, il y avait aussi une pratique esclavagiste. Nous allons prendre le temps d'analyser ce point. Si nous prenons le cas des empires et des sociétés détribalisées, donc nous voyons que nous avons ce qu'on appelle les classes sociales. Alors si je prends par exemple ici le cas des sociétés soudanaises de Sénégambie, vous avez donc les guerres, donc première classe sociale, c'est-à-dire la noblesse, et les hommes qui n'ont pas de profession manuelle autre que véritablement l'agriculture, mais qui est considérée comme sacrée. Ensuite, on a les nénios. Les nénios, c'est-à-dire les artisans, les cordonniers, les forgerons, les orfèvres, ce sont des professions héréditaires. Et après, on a les djams. Donc les djams, c'est-à-dire les hommes privés plus ou moins de liberté. Donc on va s'intéresser à ces djams-là, puisque là, en l'occurrence, on voit qu'on arrive déjà dans la dimension qui nous intéresse. Sur cette notion de djam, il y a 3 types de djams. Il y a les djambours, qui sont les serviteurs du roi et qui composent l'infanterie. Alors, qui sont ces djambours? Ce sont des prisonniers de guerre. Vous savez que à certains moments, il y a des rivalités entre empires. Ces rivalités, on essaye naturellement de régler diplomatiquement, mais il est arrivé des fois où la diplomatie ayant échoué, il y a eu l'affrontement. Maintenant, quand il y a eu l'affrontement, quel était le sort réservé aux prisonniers qui étaient tout simplement les guerriers de l'armée d'en face? Eh bien, ces prisonniers de guerre deviennent les possessions du vainqueur. Et donc, ils s'organisent à leur niveau, ils sont commandés par l'un des leurs, et ils s'occupent toujours de l'espace géographique ou du village ou du royaume dont ils avaient la responsabilité avant de perdre le conflit. Et c'est ainsi qu'ils pouvaient régner même sur des villages qui n'étaient pas toujours le leur, des villages libres, c'est-à-dire ils gardent leurs conditions de guerriers, tout simplement, mais ils se mettent au service de la couronne qui a vaincu. Donc vous voyez que l'aspect, oui, le captif de guerre devient tout de suite serviteur et compagnie, vous voyez que c'est pas ce qui est dit. Bon. Ensuite, il y a les Djamnegdei, qui sont les serviteurs de la maison, donc d'une façon générale de la maîtresse de maison. Et ceux-là sont considérés comme des membres de la famille, ils sont consultés, ils sont fidèles et respectés, et c'est eux qui s'occupent en fait de l'éducation des enfants, du repas, enfin ils sont dans la famille, ils servent la famille quoi en fait. En réalité voilà un peu le principe. Et les Djamnegdei maintenant, qui sont les serviteurs maintenant au niveau des hommes, des nobles. Alors il faut, pour comprendre ça, se rappeler du film de Christian Clavier, Les Visiteurs, où on avait donc le noble qui avait son gueux, qui était Christian Clavier, qui le suivait partout. Là, on se rend compte que nous serions plutôt dans ce cadre-là, donc au niveau des Djambei, puisque c'est un noble qui a un serviteur. Donc, par exemple, quand il a passé, il est sorti à cheval. Dès qu'il arrive, sa monture elle a soif, il faut l'emmener se reposer, et compagnie. Eh ben, c'est ce serviteur-là qui est préposé à s'occuper de son cheval chaque fois qu'il revient donc de sortie à l'extérieur. Donc, c'est pour ça qu'on a même des représentations de ces Djamnegdei, donc qui s'occupaient du noble qui était un chevalier en quelque sorte, donc qui s'occupe du chevalier. Moi j'ai certaines représentations. Alors maintenant, comment on se retrouvait en position servile en Afrique impériale? Comment on se retrouvait en position servile? Parce qu'il faut quand même comprendre le fond. Il faut savoir que dans les royaumes africains, il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de potence, il n'y avait pas de bagne, il n'y avait pas, c'est tous ces trucs-là, on va vous mettre à Alcatraz, on va vous fermer à la prison de machin, il n'y avait pas ça.
Il n'y avait pas ça. Donc, quand il y a un préjudice grave, il y a un conseil qui se réunit et une décision est prise. Donc ça, on aura l'occasion donc de le voir très très rapidement. Il y a aussi le fait, par tout simplement la famille, d'hériter le statut des parents. Donc les parents étaient déjà en position servile. On est dans cette famille-là, on hérite donc de la situation de servilité. Et enfin, il y a les captifs de guerre qui sont répartis selon les 3 catégories de Diam qu'on a vu tout à l'heure. Sachant que un empire, par exemple, qui a conquis un autre empire, qui s'adonnait à la pêche, eh ben, les gens vont devoir faire une pêche pour nourrir tout l'empire. Un empire qui a conquis un autre empire, qui s'adonnait à l'artisanat, eh ben, ils vont se charger de faire des tables et des chaises pour tout l'empire. Donc vous voyez que cette dimension historiographique montre que quoi? Montre que l'Afrique, dans sa dimension historique, a évolué comme partout ailleurs. Hein, vous voyez bien que les rois de France, le roi de France n'était roi que de l'île de France, et il y avait des guerres qui étaient des guerres fratricides entre le souverain de Bordeaux, le souverain de Nantes, le souverain de Picardie, de Normandie, hein, et c'est finalement le roi de France qui l'a remporté, tout simplement parce qu'il avait un connétable hors du commun, qui était Gaston du Guesclin, qui était totalement noir. On aura l'occasion d'en revenir dessus. Et c'est lui qui possède et qui possédait le Mont Saint-Michel. Parce qu'il y a une chose que les gens ils ignorent, c'est que quand ils vont au Mont Saint-Michel, c'était la maison de connétable qui était noir. Je dis bien noir, charbon, vélo, solex, et qui s'appelait Bertrand du Guesclin. Et c'est lui qui a été guerroyé pour le compte du roi de France et qui a vaincu tout le monde. Il a vaincu tout le monde et il est venu redonner les épées de tous les souverains au roi de France, qui l'a fait connétable de France, c'est-à-dire second du roi après le roi. Et c'est comme ça que pour la première fois, le roi a pu aller au-delà de l'île de France et descendre même dans le sud, puisqu'il avait vaincu tout le monde. Mais on aura l'occasion de parler de Bertrand du Guesclin, parce que toutes les statues qu'on vous montre du type aujourd'hui sont des statues d'un homme blanc. Et moi, je vous garantis que Bertrand du Guesclin était un noir africain. Voilà. Et ça, on a quand même des preuves précises. Même si toutes ces statues sont trafiquées aujourd'hui et que sa représentation à la basilique de Saint-Denis nous montre quelqu'un qui n'a rien à voir avec son faciès initial, mais nous, il y a des dossiers qu'on sait. Voilà. Et il y a des gens qui sont pas bêtes. Il y a encore des historiens aujourd'hui dans l'Hexagone. Quand ils font le portrait de Bertrand du Guesclin, ils font un noir qui, semble-t-il, était plutôt Bassa du Cameroun. Voilà. Penchons aussi sur l'histoire des peuples, sur l'histoire du monde spirituel, puisque la guerre, nous savons que les plus grandes guerres qu'il y a eu dans ce monde ont été des guerres, comme on dit, saintes. D'accord? Comme s'il existe une violence sainte. Mais bon, ça, c'est l'esprit de l'homme, donc acceptons-le. Beaucoup d'entre vous connaissez l'histoire de l'esclavage, de la domination des peuples par la société occidentale. Nous avons entendu cela, nous avons appris cela à l'école, nous l'avons entendu partout. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne. Hein? Mais nous avons surtout entendu que ces abominations avaient pour objectif de chercher la main-d'œuvre pour construire, la main-d'œuvre humaine, pour construire la société occidentale et élever son niveau de vie. Bon, nous l'avons tous accepté ainsi. Cependant, l'histoire telle que mes guides me l'ont
dévoiler n'ont rien à voir, car ce que nous connaissons de l'histoire, c'est la partie émergée de l'iceberg. Maintenant, je vais vous révéler ici l'histoire telle que peu de gens la connaissent dans le monde. Mais comme j'avais dit, il y a beaucoup de sages qui connaissent aussi cette histoire, mais dont le couvercle est resté toujours scellé à la masse. Toujours la même chose, aux yeux de la masse. Bon. Donc vous allez voir qu'il n'y a effectivement ni hasard, ni question économique, oui, peut-être, dans le génocide des peuples. Puisque lorsque nous regardons bien l'histoire, les peuples qui ont été le plus touchés, ce sont des peuples traditionnels, ce sont des peuples très spirituels. Donc nous pouvons parler ici des Indiens d'Amérique, nous pouvons parler aussi de la Bolivie, en passant par l'Afrique, où il y a eu presque une extermination des peuples. D'accord? Donc, la guerre des peuples, ou bien la guerre des forces, comme moi je l'appelle, la guerre des forces, a eu lieu sans merci, sans quartier. Mais cette guerre avait déjà commencé dans l'Égypte antique, puisqu'il y a eu énormément d'invasions en Égypte, qu'il y a eu énormément de destruction, de vols, de pillages, de la culture, des enseignements de ce peuple. D'accord? Le but étant de détruire toutes les connaissances spirituelles, car oui, le vrai but de cette invasion, que ce soit en Afrique, au Pérou, en Bolivie, chez les Indiens d'Amérique, le but n'est autre que de détruire le savoir spirituel que détenaient ces personnes. Puisqu'il ne faut surtout pas laisser une connaissance qui peut entraver l'histoire en cours. Bon. Et donc, ces connaissances lumineuses sont détenues par ces peuples depuis des temps immémoriaux. Pendant ces temps-là, oui, les gens vivaient, non pas dans des endroits comme aujourd'hui du béton, mais en harmonie avec la nature. En Afrique, les tam-tams, tous les jours, saluaient les dieux. C'était le son, la parole de l'univers. À ces moments-là, en ce temps-là, l'homme pouvait encore converser avec les dieux. Et cela n'était pas possible pour les forces en route que nous allons voir tout à l'heure. Donc, parce que ces connaissances sont des freins pour ce qui allait venir, pour ce qui était en cours, il y a eu tous ces massacres. Ici, le frein était vraiment un handicap, c'est-à-dire ces connaissances de la lumière, du monde de la lumière étaient un vrai handicap pour l'égrégore, pour les puissants égrégores de l'ombre. Donc, je l'avais précisé, le but était de plonger l'humanité dans la nuit éternelle, dans l'ignorance totale. Car il ne peut exister qu'une seule force, ni bien, ni mal, mais surtout le mal. D'accord?
Donc, vous allez me demander quel rapport avec le pentagramme dont je vous ai montré ici, que je vous ai montré ici et dont je vous ai parlé.